Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le véritable Indiana Jones. Indiana Jones, ou le Dr Henry Walton Jones Jr., comme on l'appelle dans la franchise cinématographique, est librement inspiré de la vie d'un véritable paléontologue et explorateur, Roy Chapman Andrews. Né le 26 janvier 1884 dans le Wisconsin, Andrews s'est montré très doué dès son plus jeune âge. Il explore les forêts locales, perfectionne ses talents de tireur et apprend la taxidermie en autodidacte. Et avec de maigres moyens financiers, il fréquente le Beloit College, puis trouve un emploi au Musée américain d'histoire naturelle, d'abord comme concierge. Et au début des années 1900, et en l'absence de poste scientifique, Andrews accepte le rôle de concierge pour être au musée malgré son diplôme. Et plus tard, il obtient un Master of Arts à l'Université de Columbia. Sa première expédition, en 1907, consistait à récupérer un squelette de baleine sur le rivage de Long Island pour l'exposer au musée. Et ce n'était pas une grande expédition, mais il fallait bien commencer quelque part. Et par la suite, Andrews s'est lancé dans des explorations mondiales, visitant des endroits comme l'Indonésie et le Japon, où il a collecté des spécimens d'animaux très rares. Et en 1916, Andrews dirige une équipe en Asie centrale à la recherche de fossiles des premiers ancêtres de l'homme, dans une région très instable, en proie à la guerre civile, aux bandits, aux tempêtes de sable, aux serpents venimeux et aux blizzards. Et au milieu de l'adversité, et alors qu'il est brièvement perdu dans le désert de Gobi, il a découvert par hasard un lit de fossiles mettant au jour de nouveaux dinosaures et des oiseaux disparus. Mais parmi toutes ces découvertes grandioses, aucune ne fut plus importante que celle d'un fossile de Vélociraptor. Et plus tard, en 1934, Andrews est devenu le directeur de l'American Museum of Natural History, mais l'excitation des expéditions lui manquait énormément. Il renonce alors à ce poste très prestigieux pour devenir directeur honoraire, ce qui lui permettra de poursuivre ses voyages. Et pour ceux qui se posent la question, il voyageait bel et bien avec un revolver et un fedora comme Indiana Jones, mais pas de fouet malheureusement. Roy Chapman Andrews est décédé d'une insuffisance cardiaque le 11 mars 1960, laissant un héritage mêlé d'exploits et d'aventures. Et bien que George Lucas n'ait jamais explicitement cité Andrews comme source d'inspiration d'Indiana Jones, il s'agissait plutôt d'une association indirecte, les scénaristes s'inspirant de plusieurs aventuriers, mais pour la plupart des experts, les échos entre la vie d'Andrews et celle de l'explorateur légendaire des films sont indéniables. Le Grand Farini. En 1885, le Grand Farini, un personnage aussi bizarre que particulier, se revendique comme étant le premier homme blanc à traverser à pied le désert du Kalahari. Il affirme même avoir découvert les vestiges d'une civilisation perdue jusqu'alors inconnue. Le désert du Kalahari est l'un des plus grands déserts, mais surtout l'un des plus arides au monde et d'Afrique. Mais l'immensité de cette vaste étendue qui traverse le Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie font qu'il est très peu exploré, ce qui laisse la place pour des ruines potentiellement découvertes et d'autres trouvailles potentiellement révolutionnaires. Né William Leonard Hunt en 1838 au Canada, Farini s'est fait connaître en 1860 aux chutes du Niagara en tant qu'acrobate sur fil. Il s'installe ensuite en Europe en 1866, s'associant avec son fils adoptif Samuel Westgate sous le nom de scène El Niño Farini. Et c'est à Londres qu'El Niño deviendra l'un des acrobates et trapézistes les plus célèbres d'Europe. Le duo connu sous le nom de Flying Wonders, Merveille volante, a présenté El Niño sous le nom d'une acrobate féminine nommée Lulu Farini afin d'attirer l'attention du grand public plus enclin à apprécier les femmes acrobates. Ils ont captivé le public pendant près de 10 ans avant qu'un accident ne révèle la véritable identité d'El Niño. Et en 1885, Farini et El Niño se sont lancés dans une expédition à travers le désert du Kalahari, et ce, en documentant leur voyage par la photographie et les croquis. C'était un exploit pionnier, car ils étaient les premiers à explorer le désert tout en documentant leur voyage. Et ils ont pris des photos très étonnantes de la nature locale, aux peuples autochtones et en visitant des lieux légendaires comme les mines de diamants de Kimberley. Mais à leur retour, ils ont affirmé avoir découvert une civilisation perdue. Ils ont décrit des ruines émergeant des sables du désert, suggérant l'existence d'une société dominante de l'Antiquité.
Cependant, les expéditions suivantes n'ont jamais réussi à redécouvrir ces ruines. Et en 1964, le professeur A.J. Clement, retraçant le parcours de Farini, a rencontré des formations rocheuses naturelles qui lui ont semblé être des structures artificielles. Ces roches très étranges ont amené le professeur à penser que Farini n'avait jamais découvert de cité perdue. Il pensait que ce que Farini avait trouvé, c'était des roches qui ressemblaient à des ruines, mais qui n'étaient rien de plus que des roches. Et le voyage de Farini reste un très grand mystère aujourd'hui, ainsi que la supposée ville qui n'a jamais été revue et qui est désormais connue sous le nom de ville perdue du Kalahari. Il décédera dans sa ville natale de Port Hope, en Ontario, en janvier 1929, à l'âge de 91 ans. Le fantôme du désert. En 1848, le scientifique allemand Ludwig Leichhardt disparaît dans le désert australien. Il était accompagné de 7 hommes, de 20 mules, de 7 chevaux et d'un important matériel scientifique, mais on ne le reverra jamais. Et à ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu de lui. Ludwig a étudié la philosophie, les sciences naturelles et les langues en Allemagne au début du 19e siècle. Il était obsédé par les aborigènes d'Australie et les paysages accidentés du continent. Et dans ses notes, actuellement conservées à la bibliothèque Mitchell de Sydney, on peut voir à quel point il avait méticuleusement documenté le paysage, la végétation ainsi que les gens. Et c'est en 1842 que Ludwig arriva d'Europe en Australie et en l'espace de 4 ans seulement, il devint l'explorateur le plus célèbre du continent. Il a voyagé par voie terrestre depuis la côte orientale jusqu'au nord de l'Australie. Il s'agissait d'un voyage extrêmement difficile qui a duré près de 18 mois et a parcouru pas moins de 5000 km. Et personne ne pensait qu'il survivrait. En fait, lorsque lui et son groupe sont arrivés à Sydney en 1846, il avait déjà été déclaré mort. Et lorsque Ludwig est revenu vivant, il est devenu le prince des explorateurs, célébré par tous les scientifiques du pays. Et 2 années plus tard seulement, il souhaitera entreprendre un voyage encore plus grandiose. Et à l'époque, les Européens construisaient déjà des villes le long des côtes australiennes, mais le centre du continent était totalement inconnu. Il y avait un trou noir au milieu de l'Australie que les Européens n'avaient jamais vu, et ont appris que les sociétés géographiques de Londres et de Paris lui avaient décerné des médailles d'or pour son exploration. Ludwig est déterminé à percer enfin l'inconnu. Il veut voir ce qu'il y a au milieu du continent. Il veut être reconnu comme le premier à avoir survécu au voyage. Mais au final, une seule relique hélas de cette expédition sera découverte. Une plaque de laiton portant son nom. Cette plaque faisait partie du fusil de Ludwig lorsqu'il est parti pour le voyage en 1848. Il a été vu pour la dernière fois le 3 avril de cette année-là à la station Macpherson sur le Darling Downs, mais ce qui s'est passé ensuite n'est que spéculation. Et l'archéologue Darry Lewis a récemment publié un livre sur la disparition de Leichhardt. Il est même allé chercher des preuves dans le désert australien à l'aide de véhicules tout-terrain et d'un hélicoptère. Il n'a jamais retrouvé de squelette, mais il a appris une rumeur très inhabituelle. 20 ans après la disparition de Ludwig, de nouveaux explorateurs de la région auraient vu un vieil homme caucasien aux longs cheveux blancs et à la barbe hirsute. Il vivait dans l'arrière-pays avec des aborigènes. Et il n'a jamais été confirmé que cet homme était Ludwig, mais c'est une possibilité. Il se peut qu'il ait rencontré un groupe d'indigènes au fin fond des terres désolées et qu'il ait décidé de ne jamais les quitter. Mais ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. D'autres ont supposé qu'il avait été assassiné avec son groupe ou qu'il y avait eu une mutinerie et qu'il avait été abandonné aux éléments. Lui et son équipe auraient pu se noyer ou mourir de faim. Et certains pensent même que Ludwig a été dévoré par un requin dans le golfe de Carpenter. Et la plaque métallique portant son nom a été retrouvée en 1900 par un aborigène. Elle était encore attachée à son fusil, qui était coincé dans le creux d'un arbre. C'est d'ailleurs le seul vague indice sur ce qui est réellement arrivé au célèbre explorateur. Tour du monde au féminin. Jeanne Barré a été l'une des premières femmes aventurières de l'ère de l'exploration à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, la France tentait d'étendre son économie, finançant des centaines d'expéditions pour dominer la plus grande partie possible du globe. Jeanne a participé à la première circumnavigation française de la planète entre 1766 et 1769.
Elle s'est jointe au voyage pour aider Philibert commerçant à étudier les nouvelles plantes découvertes dans les terres inexplorées. C'est l'assistante naturaliste qui est devenue la première femme à faire le tour du monde. Jeanne n'était pas seulement une assistante, c'était aussi une brillante scientifique. Née le 27 juillet 1740 dans une famille extrêmement pauvre, son père était un simple ouvrier. Jeanne grandit dans l'agriculture et les récoltes, et c'est là qu'elle apprend à connaître les plantes. Elle n'a jamais reçu d'éducation formelle, mais elle deviendra une herboriste locale qui en savait plus que la plupart des gens sur la médecine botanique. Et lorsqu'elle est arrivée au service de Philibert commerçant, en tant que femme de ménage, elle a trouvé chaussure à son pied. Philibert est un scientifique qui étudie la médecine, la botanique et l'histoire naturelle. Et il s'installe dans la région rurale de Jeanne pour collecter et étudier des échantillons de plantes. Il se lie d'amitié et Jeanne accepte de l'aider à la maison. Mais cependant, leur relation deviendra plus romantique après la mort de la femme de Philibert en 1762. Et en l'espace d'une année seulement, Jeanne a déjà donné naissance à l'enfant de Philibert hors mariage. Mais en raison de leur situation matrimoniale, l'enfant sera donné en adoption. Et le couple s'installera par la suite à Paris où Jeanne continue de travailler comme gouvernante et infirmière. Et en 1765, l'amiral français Louis-Antoine de Bougainville reçoit l'ordre de découvrir de nouveaux territoires et Philibert est invité à se joindre à l'expédition en tant que botaniste. Il accepte mais insiste pour que Jeanne le rejoigne en tant qu'assistante. Il s'agit d'ailleurs d'un événement très majeur car la marine française n'autorise pas les femmes à bord des navires. Pourtant, Philibert n'a pas voulu laisser Jeanne derrière lui, ce qui montre à quel point leur relation était devenue très forte, ou bien il ne voulait pas passer 3 ans seul, entouré d'hommes. Jeanne est obligée de s'habiller en garçon et de se déguiser à bord, et ils partent avec 2 navires, la Boudeuse et l'Étoile. Et de la France, ils se rendent en Amérique du Sud. Et en Uruguay, le botaniste recueille des échantillons de plantes très intéressants. Et lorsque Philibert tombe gravement malade au cours de leur excursion à terre, Jeanne doit reprendre sa part du travail. C'est ainsi que lors de l'escale au Brésil, c'est Jeanne qui découvrira une nouvelle variété de lianes fleuries qu'ils appelleront Bougainvillea. Ça vous dit quelque chose? L'expédition atteint Tahiti en 1767. Et c'est là que la véritable identité de Jeanne est découverte par l'équipage. Et les choses tournent très mal. L'équipage est furieux qu'une femme soit à bord, et Jeanne descend du bateau pour faire des recherches et est violemment attaquée. Et lorsque le bateau s'arrête en 1768 pour se réapprovisionner à l'île Maurice, Jeanne refuse de remonter à bord. En fait, elle et Philibert sont restés à l'île Maurice jusqu'à la mort de Philibert en 1773. Peu après, Jeanne épouse un soldat français nommé Jean Dubernat. Et une fois rentrée en France, au début de l'année 1775, le premier tour du monde féminin est achevé. Marco Polo. Marco Polo reste l'un des plus grands aventuriers de tous les temps. Marchand vénitien, originaire d'Italie, il s'est rendu en Chine à la fin du XIIIe siècle et a décrit ses propres aventures dans son livre du mieux qu'il le pouvait. Il a décrit en grand détail les 17 années qu'il a passées à la cour de Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan, premier empereur de Chine de la dynastie Yuan. Et Marco Polo a d'ailleurs été le premier à rapporter une vision de l'Asie à l'Europe. Il s'est rendu en Chine et a rencontré les chefs des Mongols en 1275. Il n'était pas seul et il était accompagné de son père et de son oncle. Marco Polo n'avait que 17 ans lorsque son expédition a commencé en 1271. Et avec son père, Niccolo Polo, et son oncle, Matteo ou Maffeo Polo, il est parti avec un bon groupe de missionnaires. Mais ceux-ci ont rebroussé chemin en Arménie lorsque le voyage a commencé à devenir difficile. Les 3 Polos en revanche poursuivirent leur voyage par voie terrestre, en empruntant les chemins de la route de la soie. Et ils traversent les terres de Perse, dominées par les empires de Samarcande et du Turkestan. Mais le voyage est extrêmement rude. Ils ne dorment pas, tombent malades et les bandits sont omniprésents. Il leur a fallu 3 ans et demi de marche pour atteindre la capitale mongole de Chengdu. Et lorsqu'ils y parvinrent, Kubilai Khan s'intéressa tellement aux courageux explorateurs qu'il les accueillit généreusement à sa cour. Kubilai Khan était le souverain de toute la Chine
et pas seulement le chef des Mongols. C'est son grand-père qui a étendu le territoire des Mongols de l'Asie centrale jusqu'aux côtes de la Corée au XIIe siècle. Kubilai Khan était un fervent défenseur de la culture et de l'apprentissage. Il se considérait comme un bouddhiste, mais autorisait toutes les religions à être pratiquées dans son royaume. Il s'intéressait également au monde extérieur et était un fervent défenseur de la littérature. Marco Polo n'aurait pu rêver d'un meilleur hôte. Le Khan le nomma même envoyé permanent ou messager diplomatique. Et en tant qu'envoyé permanent du grand Khan, Marco Polo devint un double explorateur. Il est chargé de voyager jusqu'aux confins de l'Empire mongol afin de se familiariser avec les langues et les coutumes locales. Il revenait ensuite auprès de Kubilai Khan avec ses découvertes. Et Marco Polo a même été brièvement gouverneur de Yangzhou pendant 3 ans. Mais le problème, après avoir vécu avec les Mongols pendant près de 20 ans, c'est que le Khan ne voulait pas qu'il parte. Marco Polo, son père et son oncle ont dû trouver un plan pour s'échapper. Ils promirent d'escorter une princesse mongole jusqu'en Perse où elle devait épouser quelqu'un. Et avant leur départ, le Khan offrit au Polo une importante somme d'argent sous forme de bijoux. Et après un très long voyage, ils atteignent Venise en 1295. Mais au cours de leur voyage, Kubilai Khan meurt. Les Polos étaient partis depuis 24 ans, si longtemps que personne ne croyait qu'ils étaient bien ceux qu'ils prétendaient être. Marco Polo a rapporté des informations sur l'Asie qu'aucun autre Européen n'avait jamais obtenues. Il a découvert des pratiques culturelles totalement étrangères au peuple italien. Il a même révélé l'utilisation de la monnaie fiduciaire ou la monnaie en forme de papier et du charbon comme combustible pour chauffer une maison. Il a décrit un pays exotique où régnait la richesse et la prospérité. Et l'une des choses les plus importantes en Chine étaient les épices. Et Marco Polo connaissait toutes les épices de Chine et leurs valeurs pour les Européens. Et des années plus tard, au XVe siècle, Christophe Colomb a trouvé une motivation dans les voyages de Marco Polo. Il s'est même inspiré de l'histoire de Marco Polo pour chercher une route vers la Chine pour le commerce des épices. Hiram Bingham. Hiram Bingham, troisième du nom, est l'homme à qui l'on doit la découverte du Machu Picchu. C'était un Américain, né à Hawaï, et qui a mené une vie d'universitaire et d'explorateur jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur du Connecticut, puis sénateur américain. Et en 1808, Hiram a été délégué au premier congrès scientifique panaméricain. Et dans le cadre de ses fonctions, il s'est rendu au Chili et a été tellement émerveillé par les ruines anciennes qu'il est devenu complètement obsédé par l'histoire des Incas. C'est pourquoi, lorsqu'il est allé donner des cours à Yale, Hiram a convaincu l'université de financer une expédition conjointe avec les autorités péruviennes. L'objectif de cette expédition était de découvrir des sites incas perdus autour de Cusco, l'ancienne capitale inca. L'expédition a débuté en 1911 avec Hiram Bingham à sa tête. Il souhaitait découvrir une cité perdue quelque part dans les montagnes. Et lorsque le groupe est arrivé à Cusco, Hiram a rencontré Albert Giesecke de l'Université nationale de San Antonio Abad. Il apprend d'un agriculteur local que sur une crête, quelque part dans la vallée de l'Urubamba, se trouvent de vastes ruines qui n'ont jamais été vues par des étrangers. Et le 19 juillet, l'expédition d'Hiram quitte Cusco et descend dans la vallée sacrée. Il faut 4 jours pour atteindre la ferme de l'homme qui sait où se trouvent les ruines. Ils ont ensuite effectué une courte marche à travers la jungle jusqu'aux ruines de Machu Picchu qui n'ont pas été très difficiles à atteindre. Mais ce qui peut paraître très étonnant, c'est que Hiram Bingham n'a pas été impressionné par le site. Il était en réalité à la recherche des dernières capitales des Incas, Vitcos et Vilcabamba. L'équipe a abandonné Machu Picchu parce qu'en termes simples, elle a trouvé que c'était une énorme déception. Mais malgré cela, ils ont poursuivi leur voyage à travers la cordillère des Andes jusqu'à un sanctuaire inca appelé Nusta Hispana. Et un peu plus loin, ils ont trouvé les ruines de Vitcos. Aujourd'hui, ces 2 sites sont visités quotidiennement par les touristes qui empruntent le sentier de Vilcabamba en pleine jungle pour se rendre au Machu Picchu. L'expédition se poursuit jusqu'à un endroit appelé Espiritu Pampa, mais à ce stade, les ruines deviennent de moins en moins impressionnantes. Hiram change alors d'avis et décide que Machu Picchu est probablement la grande cité qu'il recherche.
et il retourne aux États-Unis où il présente ses découvertes à l'université de Yale et à la National Geographic Society. Et celle-ci l'aidèrent à organiser 3 autres missions de fouilles et d'exploration du site. Et au cours des expéditions menées entre 1912 et 1915, environ 40 000 objets ont été retirés du Machu Picchu. Tout a été acheté, des céramiques aux momies, et ce n'est qu'en 2007 que de nombreux objets ont été restitués au Pérou par l'université de Yale. Bingham a même publié un livre intitulé Lost Cities of the Incas, ou les cités perdues des Incas. Et en 1948, le Pérou a même donné son nom à un train de luxe qui emmène les visiteurs de Cusco à la ville de Machu Picchu. Et bien que les fermiers de la région aient eu connaissance des ruines bien avant l'arrivée des Américains, Hiram a été le premier véritable archéologue à s'intéresser de près à l'endroit ainsi que d'y effectuer des fouilles. Les pharaons perdus. Il est facile d'imaginer qu'il existe des documents clairs et très détaillés sur tous les rois et les reines qui ont régné sur l'Égypte, avec des noms célèbres comme Ramsès, Toutankhamon et Néfertiti. On pourrait croire que les égyptologues en savent énormément sur le pays du Nil, mais ce n'est pas vraiment le cas. Des égyptologues ont récemment mis au jour la tombe d'un pharaon si ancien que personne ne sait rien de lui. En 2010, une équipe d'archéologues a mis au jour la tombe à Esna, un site situé dans le delta du Nil. Et ce n'est que récemment que l'équipe a pu retourner sur place pour mener des recherches approfondies. Ils ont appris que la tombe date de la 3e dynastie de l'Ancien Empire entre 2650 et 2575 avant Jésus-Christ. Cette ancienne sépulture est l'une des plus anciennes jamais découvertes. Le nom inscrit à l'intérieur est celui du roi Kaba. Son nom n'était pas non plus écrit en grosses lettres sur une arche menant à la tombe. Les archéologues ont d'ailleurs failli ne pas le voir. Son nom n'était reconnaissable qu'à l'empreinte du sceau laissée sur une pierre cachée dans une niche que l'on distingue à peine du reste des pierres. C'est d'ailleurs la seule chose qui a permis aux chercheurs d'identifier l'homme enterré ici comme étant le roi Kaba. Autrement, son nom serait un mystère et personne ne saurait qu'il était roi. Et même avec son nom, personne ne sait vraiment qui il était. Il n'existe aucune trace de ce qu'il a fait ou des exploits qu'il aurait pu accomplir. Le roi Kaba a régné sur l'Égypte à une époque où le terme pharaon n'était pas encore utilisé. Et ces découvertes montrent à quel point des périodes entières de l'histoire peuvent être facilement oubliées. Des chapitres entiers ont disparu des archives égyptiennes. En 2022 par exemple, on a annoncé la découverte de la tombe d'une reine inconnue jusqu'alors. Elle s'appelait la reine Neith. Mise au jour avec 300 cercueils et 100 momies, elle a régné sur l'Égypte entre 1570 et 1069 avant Jésus-Christ. Et bien que son nom n'ait jamais été mentionné nulle part auparavant, sa sépulture a été retrouvée dans la nécropole de Saqqara, à côté de ce que les chercheurs pensent être sa pyramide personnelle. Et ce genre de découverte prouve parfaitement l'étendue de notre ignorance. Des rois et des reines enterrés dans le sable, dont l'héritage est perdu à tout jamais. Il existe des pyramides dédiées à des rois et des reines dont personne n'a jamais entendu parler. L'armée perdue de Cambyse. Il y a 2500 ans, l'une des plus grandes armées jamais constituées fut envoyée dans les profondeurs de la grande mer de sable égyptienne. 50 000 hommes, armés jusqu'aux dents, marchèrent dans le désert avec l'intention d'asservir les habitants de l'oasis de Siwa. Mais mystérieusement, l'armée entière a disparu et personne n'a jamais pu comprendre ce qui lui était arrivé. Comment se fait-il que 50 000 hommes disparaissent sans qu'on en retrouve la moindre trace? Certains experts pensent que l'armée n'était qu'un mythe, alors que les archives historiques nous disent qu'elle a réellement existé. Et pour comprendre ce qui s'est passé, laissez-moi vous ramener dans le monde brutal du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le roi Cambyse II était le souverain de la Perse, le fils de Cyrus le Grand, l'homme qui a fondé l'Empire perse. Le roi Cambyse a hérité du royaume et s'est montré tout aussi impitoyable que son père. Il envoya son armée invincible à l'ouest du Nil pour attaquer l'oasis de Siwa. C'est là où se trouvait le légendaire temple d'Amon où vivaient les Ammonites. Le roi perse pensait que s'il pouvait prendre l'oasis et contrôler l'oracle du temple, il aurait une prétention plus légitime au trône égyptien. Le temple d'Amon
se dresse encore aujourd'hui dans l'oasis de Siwa. Vous pouvez même le visiter si vous avez assez de courage pour parcourir plus d'une journée de voyage en bus depuis Alexandrie dans des paysages des plus inhospitaliers. Le temple est en ruine, mais on peut toujours y ressentir la présence de la puissance qui y régnait autrefois. C'est d'ailleurs ici qu'Alexandre le Grand est venu durant sa conquête plus de 2 siècles après le roi Cambyse. C'est ici même que l'oracle aurait annoncé à Alexandre le Grand qu'il était le fils de Zeus, le rendant mi-homme, mi-dieu. Et l'armée de Cambyse n'aurait pas dû mettre plus de 7 jours pour traverser le désert jusqu'à l'oasis, mais quelque part dans le Sahara, elle s'est volatilisée. L'historien grec Hérodote prétend que c'est une tempête de sable qui les a ensevelis. Certains se demandent même que si une armée d'une telle ampleur a pu être ensevelie, que pourrait-il se cacher sous les sables du désert? Et malgré l'absence évidente de preuves concrètes, des personnes ont recherché les restes des soldats pendant des décennies. En janvier 1933, Horde Wingate a cherché sans succès dans le désert occidental d'Égypte, alors connu sous le nom de désert de Libye. Et de septembre 1983 à février 1984, Gary S. Chavez, journaliste et auteur américain, a dirigé une expédition parrainée par l'université de Harvard, la National Geographic Society, ainsi que l'autorité égyptienne de surveillance géologique et d'exploitation minière, en plus de l'institut de recherche l'IGABU. Mais toutes ces recherches n'ont jamais rien donné. La baie des Jarres. Il y a 40 ans, un archéologue américain a prétendu avoir découvert la preuve qu'un navire romain avait atteint les côtes du Brésil il y a des milliers d'années. Depuis lors, cette découverte a été, entre guillemets, occultée. Le gouvernement brésilien a été accusé d'avoir massivement dissimulé la véritable histoire des Romains en Amérique du Sud. Nous sommes en 1982. L'archéologue marin, Robert Marx, plonge dans la baie de Guanabara, au Brésil, au large de Rio de Janeiro. Et au fond de la baie, il identifie d'anciennes jarres, dites amphores, et il s'agit de jarres très spécifiques utilisées par les Romains pour transporter des marchandises à travers les océans. On les trouve par milliers, brisées au fond de la Méditerranée. Et ils faisaient partie d'un vaste réseau commercial entre toutes les grandes civilisations de l'époque romaine, comme les Grecs, les Carthaginois et les Égyptiens. Mais jamais auparavant de tels artefacts n'ont été trouvés en Amérique du Sud. Et la présence de telles reliques aurait des implications évidentes. La première est que l'explorateur portugais Pedro Álvares Cabral n'aurait pas été le premier Européen au Brésil en 1500. Ce sont les Romains qui auraient prétendument été présents là il y a 2000 ans, peut-être même avant. En tout cas, si l'on en croit cette découverte. Et à l'époque de la découverte, Robert a déclaré qu'il s'agissait de la découverte la plus importante de l'histoire occidentale. Son idée était que les objets se trouvaient à bord d'un navire romain qui avait été détourné de sa route. Ils se seraient perdus et auraient continué leur navigation et après un lent et pénible voyage seraient arrivés en Amérique du Sud. Et même s'ils ne l'auraient pas fait exprès, les jarres seraient la preuve présumée que les Romains sont bel et bien arrivés. Mais qu'en est-il de l'étouffement de l'affaire par le gouvernement brésilien? Selon le New York Times, Robert n'a pas été le premier à trouver des jarres dans la baie. Un habitant du nom de José Roberto Teixeira a trouvé des objets similaires en 1976. Et des pêcheurs locaux les auraient également pris dans leurs filets de temps à autre. Mais lorsque les autorités brésiliennes ont été pressées d'enquêter, elles auraient catégoriquement refusé. La prochaine étape évidente était de rechercher une épave romaine, mais l'étape suivante n'a jamais été franchie. L'enquête de Robert a été interrompue et il accusera plus tard le gouvernement brésilien d'avoir étouffé sa découverte. Il les a également accusés d'avoir mis fin à ses recherches par la force. Il affirme que la marine brésilienne a déversé d'énormes quantités de vases dans la baie afin de dissimuler la vérité. Robert aurait ensuite été interdit d'entrer au Brésil et la zone de la baie a également été interdite aux plongeurs. De nombreuses explications ont été avancées pour expliquer cette prétendue dissimulation. Le gouvernement brésilien insistait sur le fait que l'interdiction de l'exploration sous-marine visait à empêcher les gens de voler des objets brésiliens. Puis, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles les jarres provenaient en réalité du Portugal dans les années 1960. Et bien que les accusations de Robert ne soient étayées par aucune preuve,
Tout ce qui a entouré l'affaire n'a fait qu'augmenter les suspicions. Et jusqu'ici, aucune preuve concrète n'a jamais été apportée. Grille de Teotihuacan. Teotihuacan est une ville ancienne située près de la ville moderne de Mexico. Construite par une mystérieuse civilisation ancienne il y a plus de 2000 ans, les vestiges archéologiques indiquent que Teotihuacan a été fondée vers 400 avant Jésus-Christ et que certains des plus grands bâtiments ont été achevés en 300 après Jésus-Christ. Personne ne connaît le nom des habitants qui ont vécu ici. Ils ont disparu juste après avoir atteint leur apogée au 5e siècle de notre ère, les 200 000 habitants se dispersant vers des régions inconnues. Il s'agit d'un immense mystère pour de nombreuses raisons. D'où venaient les gens qui ont construit la ville? Pourquoi l'ont-ils construite? Et pourquoi ont-ils fui? Certains pensent qu'une grande inondation dans la vallée a poussé les habitants à partir, tandis que d'autres pensent qu'ils ont fui par peur d'un volcan en éruption. Et lorsque la civilisation toltèque est apparue vers 750 de notre ère, les habitants de Teotihuacan avaient disparu depuis bien longtemps. Les Aztèques ont été tellement stupéfaits lorsqu'ils ont découvert la ville qu'ils ont cru qu'elle avait été construite par les dieux. Nous savons, grâce à des preuves matérielles, que les prêtres pratiquaient des sacrifices rituels. Ils sacrifiaient des personnes et des animaux en guise d'offrande à leurs dieux. Et en 1989, des scientifiques ont découvert 18 victimes de sacrifices enterrées dans une fosse juste à l'extérieur du temple de Quetzalcoatl. Elles étaient loin d'être les seules victimes. Il s'agissait d'une société très complexe qui a construit l'une des cités antiques les plus étranges du monde. Mais l'un des aspects les plus déroutants de leur ville est le fait qu'elle ait été organisée comme une grille, avec plus de 2000 logements, de multiples pyramides, des temples religieux et des palais pour les nobles et les grands prêtres. En d'autres termes, la ville a fait l'objet d'une planification urbaine claire et distincte et très avancée pour l'époque. Teotihuacan était une ville rigoureusement planifiée, avec une distribution spatiale hautement symbolique des bâtiments. Le plan d'urbanisme de la ville intégrait des éléments naturels de la vallée de Teotihuacan, tels que le fleuve de San Juan, dont le cours a même été modifié pour traverser l'avenue des Morts. Cet axe de référence principal de la ville, orienté nord-sud, est bordé de bâtiments et de complexes monumentaux, dont les pyramides du Soleil et de la Lune, ainsi que le grand complexe avec le temple de Quetzalcoatl. Et pour les experts, les bâtisseurs de Teotihuacan n'auraient pu développer de telles connaissances en urbanisme qu'en développant plusieurs villes auparavant. Et si c'est le cas, où sont ces villes et que leur est-il arrivé? Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste est un personnage légendaire de la période hellénistique, entre 323 et 31 avant Jésus-Christ. On ne sait pas très bien s'il s'agit d'une personne ou d'un simple personnage mythique. Certains érudits ont suggéré qu'il était une combinaison du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth et qu'il n'était qu'un personnage d'histoire ancienne. Pourtant, on lui attribue également la paternité de grands ouvrages philosophiques, de textes alchimiques médiévaux et d'écrits extraordinairement étranges sur la magie. Il est à l'origine de la création de l'hermétisme, une religion philosophique basée sur les enseignements de ses livres. Pour certains, il est très difficile de considérer Hermès Trismégiste comme un simple mythe lorsqu'il a publié un si grand nombre de ses propres ouvrages. Certains pensent même que son vrai nom était Hermès et qu'il était le véritable Hermès sur lequel le dieu grec a été basé. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que les textes d'Hermès Trismégiste, ou bien les textes attribués à Hermès Trismégiste, sont bel et bien réels. Ils constituent un recueil appelé Hermetica et traitent d'une très grande variété de sujets, de l'astrologie à la magie. Les plus anciens ont été rédigés en grec et remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les textes ont ensuite été traduits dans des langues populaires de l'époque telles que l'arabe et le latin. Et l'un des exemples les plus célèbres de l'Hermetica est la table d'émeraude, qui est apparue dans la littérature arabe au Moyen Âge. Et la plupart des premiers ouvrages se focalisent sur la relation entre les humains, l'univers et les dieux. On y trouve énormément de notions alchimiques, beaucoup d'idées clairement issues des anciens mythes grecs et des notions anthropologiques, de la théologie, des dilemmes moraux, des réalisations spirituelles ainsi que de la divination céleste. La magie et la sagesse sont très étroitement liées dans l'Hermetica, et certains chercheurs pensent que ces ouvrages
ont été rédigés par un groupe secret de prêtres égyptiens qui souhaitaient uniquement partager leur sagesse avec le monde. Pour que leurs textes soient mieux acceptés, ils ont attribué leur travail à Hermès Trismégiste. Le secret d'Akkad. Près de 2000 ans avant que l'armée du roi perse Cambyse ne se rende dans le désert égyptien, un autre roi était au sommet de la gloire. Il s'appelait Sargon le Grand, et il unifia la Mésopotamie sous son règne indomptable, établissant l'Empire akkadien. Et depuis son trône, dans la ville d'Akkad, Sargon contrôlait un immense territoire. Son empire s'étendait de la mer Méditerranée aux frontières de l'Inde, et sa brillante capitale, Akkad, est actuellement perdue et personne n'a jamais pu la retrouver. Cette ville est si mystérieuse que bien qu'il en existe des traces, certains se demandent si elle a jamais existé. Toute l'histoire d'Akkad est absente des livres d'histoire. Personne ne sait où elle se trouvait et personne ne sait comment elle est devenue une capitale. Et on ne sait pas non plus quand et comment elle est tombée en disgrâce. La seule chose que les historiens ont retenue des textes anciens est que cette ville était l'incarnation du pouvoir en Mésopotamie. À vrai dire, une grande partie de la vérité sur l'Empire akkadien reste un véritable mystère. Les frontières exactes de l'ancien royaume n'ont jamais été établies. Certains historiens avancent que le pouvoir de Sargon s'étendait jusqu'à la Crète dans la mer Égée, et la plupart des éléments dont disposent les archéologues pour interpréter l'histoire du roi proviennent des tablettes d'argile et des monuments en pierre. De nombreux textes anciens ne sont pas vraiment fiables, sans compter que les rois de l'Antiquité étaient connus pour l'exagération de leurs exploits. Le nom de Sargon apparaît souvent accompagné de l'expression « a conquis les quatre coins de l'univers », et les archéologues ont interprété cette phase comme signifiant qu'il avait conquis toutes les terres connues à sa portée. Il a régné de 2334 à sa mort, c'est 46 ans plus tard, en 2279 avant Jésus-Christ. La mégacité de Cahokia. Il existait autrefois, en Amérique, une civilisation bien supérieure à toutes celles qui existaient encore à l'époque où Christophe Colomb est arrivé. Malheureusement pour les gens d'aujourd'hui, leur histoire est inconnue et personne ne sait ce qui leur est arrivé. Cette civilisation vivait près de Saint-Louis, dans le Missouri, dans la capitale de Cahokia. Et depuis cette très grande ville, les dirigeants de la nation perdue contrôlaient un empire qui devait être immense. Cahokia était la plus grande ville au nord du Mexique il y a 1000 ans. Plus de 30 000 personnes y vivaient. Et cela signifie que Cahokia était plus grande que Paris à la même époque en Europe. Pour une ville plus grande que Paris, on s'attendrait à ce qu'il y ait des ruines très importantes. Mais malheureusement, il ne reste pas grand-chose à voir. Il y a de la terre et des tumulus qui ressemblent à des pyramides herbeuses. Il y a encore une grande place de 15 hectares qui pouvait accueillir 10 000 personnes pour les célébrations. Il s'agissait manifestement d'un lieu immense et important à l'histoire complexe et pourtant il en reste si peu. Toute activité s'est arrêtée vers 1400 et les explorateurs européens n'y sont pour rien car la ville a été abandonnée avant leur arrivée. Les chercheurs ne savent pas si l'abandon de la ville s'est fait dans la violence. On a suggéré que la ville aurait été inondée, ce qui aurait forcé tout le monde à partir. Et peut-être même qu'il y avait une sécheresse. Les gens ne quittent pas simplement une grande métropole et un centre commercial sans raison. Ils auraient au moins pu laisser un petit mot pour que tout le monde sache pourquoi ils sont partis et où ils sont allés. Mais hélas, ils ne l'ont pas fait. Et parce qu'ils ne l'ont pas fait, leur civilisation est un autre morceau de l'histoire de l'humanité complètement perdu. Les lignes de fuite du monde antique. Si vous observez la plupart des monuments antiques les plus importants de Grande-Bretagne, de France et d'autres pays d'Europe, vous constaterez peut-être qu'il est possible de les relier en ligne droite en traçant une ligne d'un monument à l'autre, ou en tout cas selon une certaine théorie. Et selon ces théories, ils forment presque tous des flèches parfaitement droites à travers les terres. Il s'agit de trajectoires de vol, c'est-à-dire des marqueurs géographiques placés intentionnellement, toujours selon la théorie, le long des mêmes lignes de visée. Ils ont été remarqués pour la première fois au début des années 1900 par l'archéologue amateur, et je souligne bien amateur, Alfred Watkins. Il a publié ses conclusions en 1925 et a émis l'hypothèse que les anciens humains avaient volontairement construit des mégalithes et d'autres structures importantes en ligne droite. Il les appelait les lignes de lait, mais Alfred
n'a pas émis l'hypothèse que des propriétés magiques pouvaient être attribuées à ces lignes. Il pensait tout simplement qu'elles étaient peut-être utilisées pour faciliter la navigation. Les monuments étaient des sortes de panneaux de signalisation sur une route commerciale, selon la théorie je rappelle. Il existe de nombreux exemples différents, mais l'un des plus convaincants est celui de la ligne de Michael en Angleterre. Linda Moulton Howe, réalisatrice de documentaires et journaliste d'investigation, affirme que la ligne Michael est une ligne droite et mesurable qui traverse la majeure partie de l'Angleterre. Linda affirme que le champ magnétique peut être mesuré tout au long de la ligne, plus élevé que dans n'importe quelle autre zone autour de la ligne. Les chercheurs pensent que les lignes de lait ont des propriétés particulières. La théorie veut que tout au long de ces lignes invisibles, de l'énergie sorte du sol et c'est pourquoi les anciens construisaient leurs monuments sur ces lignes. Mais personne n'a jamais été en mesure de comprendre véritablement l'énergie des lignes de lait. Et la plupart des archéologues affirment qu'elles n'existent même pas ou qu'il ne s'agit que de vœux pieux. Mais pour certains archéologues et scientifiques, il existe des endroits dans le monde où l'on peut tracer des lignes droites entre des dizaines de sites archéologiques très importants. Et certains disent avoir capté des signaux électromagnétiques et des interférences d'énergie le long de ces lignes. Sont-elles réelles? Ne sont-elles qu'une interprétation? Chacun est libre de se forger sa propre opinion. Le secret de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe est considéré comme le plus vieux temple du monde. Et c'est d'ailleurs tout simplement la plus vieille construction sur Terre qui existe toujours. En gros, une énigme archéologique que les scientifiques ne parviennent tout simplement pas à comprendre. Et dans l'une des analyses les plus récentes des symboles gravés sur les pierres de ce site antique, les scientifiques ont trouvé des preuves d'un événement apocalyptique qui se serait produit aux environs d'il y a 13 000 ans. C'est peut-être cet événement mystérieux qui a tué les mammouths. Göbekli Tepe est situé en Turquie et a été construit vers l'an 9000 avant notre ère, et ce, par un groupe d'êtres humains inconnus. Pour vous donner une idée, ce temple très avancé a été construit 6000 ans avant Stonehenge. Et le génie qui a permis la construction de ce temple est comparable à celui de certaines civilisations qui existaient encore il y a 500 ans. L'existence de Göbekli Tepe est tout à fait déconcertante. Il est si ancien et si inexplicable que de nombreux biblistes pensent qu'il s'agit du véritable emplacement du Jardin d'Éden. Mais maintenant, laissez-moi vous parler de l'étude récente. Des scientifiques de l'université d'Édimbourg ont découvert des preuves que les gravures sur la pierre millénaire montrent l'impact d'une comète. Les anciens n'ont pas raconté l'événement par écrit, mais ont gravé des images sur les hauts piliers de pierre du temple, et qui raconteraient prétendument un événement cataclysmique. Les scientifiques pensent que le temple a peut-être été construit pour commémorer l'impact d'une comète. L'impact n'était manifestement pas aussi terrible que celui qui a tué les dinosaures bien sûr, mais il a tout de même été suffisamment destructeur. Il a probablement tué les mammouths et d'autres énormes mammifères laineux. C'est du moins la théorie qui semble coïncider exactement avec de nombreux mythes du passé, suggérant un événement cataclysmique dans le passé, et plus exactement il y a entre 10 000 et 13 000 ans. De la légende de l'Atlantide au déluge biblique, mais aussi des mythes plus anciens comme l'épopée de Gilgamesh, ancien mythe mésopotamien, jusqu'aux légendes des premières dynasties chinoises. Et pour la première fois, il semblerait y avoir une preuve physique de ce qui semble avoir été l'une des coïncidences et concordances historiques les plus troublantes entre des mythes de civilisations anciennes. Mais il faudra encore bien plus de recherches et de preuves pour que ce soit plus qu'une simple théorie intéressante. Les mini-pyramides soudanaises. Il existe au Soudan une collection de toutes petites pyramides dont l'histoire est bien plus importante qu'on le penserait. Ces pyramides, oubliées par le temps, renferment les secrets de l'un des royaumes africains les plus passionnants de l'histoire. En 730 avant l'ère commune, environ 2000 ans après que le pharaon égyptien Khéops eut ordonné la construction de la grande pyramide de Gizeh, les armées de Nubie ont attaqué. Les Nubiens ont envahi l'Égypte au bord de l'effondrement civil et se sont emparés du pays. C'est une période très étrange de l'histoire car l'Égypte, autrefois si obsédée par la construction de monuments, avait abandonné cette pratique, ou en tout cas en partie, et ne construisait donc plus de complexes mortuaires gigantesques ni de pyramides pour tenter de gravir les nuages. Et d'ailleurs, l'Égypte était un royaume ruiné et presque au bord de la crise. Les Égyptiens étant en proie à des difficultés financières, les Nubiens ont saisi leur chance de s'élever dans le monde.
Ils ont régné sur l'Égypte pendant une centaine d'années, et tout allait bien, mais cela n'a pas duré très longtemps. En 656 avant notre ère, les Nubiens ont été vaincus et repoussés le long du Nil dans leur pays d'origine, ce qui est aujourd'hui le Soudan. Et tous ces échanges entre les deux civilisations a mené à certains transferts culturels. C'est alors que les Nubiens ont décidé de créer leur propre version des monuments égyptiens. Au cimetière royal de Méroé, on trouve environ 80 pyramides miniatures. D'ailleurs, le Soudan est aujourd'hui le pays qui contient le plus de pyramides dans le monde. Elles ont été construites pour servir de pierre tombale aux rois et aux reines de la culture méroïtique de Nubie. Cependant, les travaux archéologiques effectués au Soudan sont si peu nombreux que la véritable signification des pyramides a été perdue. Elles ne sont d'ailleurs même plus pointues, et la plupart d'entre elles n'étant plus que des blocs carrés de pierre érodés. Les pyramides miniatures de Méroé sont connues depuis très longtemps, mais ce n'est que très récemment que des archéologues français ont découvert d'autres pyramides minuscules à 700 km de là, dans une nécropole rurale de Sédenga. Vincent Francini, du Musée américain d'histoire naturelle, a qualifié ce site de complètement fou. Les découvertes faites ici défient presque l'entendement et près de 35 pyramides ont été identifiées jusqu'à présent. La plus petite pyramide mesurant à peine 80 cm de côté. Ces pyramides sont encore plus petites que celles du cimetière royal de Méroé, où certaines pyramides mesurent 30 mètres de haut. Et c'est à peu près l'équivalent d'un immeuble de près de 8 étages. Mais quelle est donc la signification cachée des pyramides nubiennes? Selon Vincent, entre 300 avant Jésus-Christ et 350 après Jésus-Christ, les nouvelles pyramides nubiennes ont été construites uniquement pour les personnes de sang noble. Il aurait été sacrilège d'ériger une pyramide au-dessus de la tombe d'une personne non royale. Mais avec la découverte des toutes petites pyramides de Sédenga, les choses semblent avoir changé. Plus tard dans l'histoire de la Nubie, les riches ont commencé à ériger des pyramides pour eux-mêmes. Elles n'étaient pas aussi grandes, mais elles restaient des pyramides et devaient être très élégantes pour l'époque. En Égypte par exemple, on pense que les pyramides sont censées symboliser la transition entre la vie terrestre et l'au-delà. Mais que devaient représenter les pyramides en Nubie? Avaient-elles une quelconque signification ou les pyramides étaient-elles utilisées comme des étalages de richesse, leur fonction première étant oubliée depuis très longtemps? La tombe espagnole. Dans le sud de l'Espagne, il existe une très grande structure rocheuse qui semble avoir été poussée hors du sol. Elle est si grande qu'elle domine le paysage et qu'il est difficile de la manquer. Le monument de pierre est naturel, une formation géologique tout à fait ordinaire. Mais en même temps, la formation rocheuse ressemble presque au visage d'un homme qui regarderait vers le ciel. Et l'ancienne pierre a très récemment révélé un secret qu'elle cachait depuis plus de 5000 ans. Voici Antequera, un mélange de monuments construits par l'homme et de formations naturelles qui n'a pas beaucoup changé au cours des 6000 dernières années. La région est surtout connue pour ses mégalithes préhistoriques. Elle est parsemée de structures en pierre sculptées par la main de l'homme au cours du 4e millénaire avant notre ère. C'est un site officiel du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison des constructions humaines. Et pourtant, les monuments naturels sont presque aussi passionnants que les monuments artificiels. Et le rocher géant dont je viens de vous parler s'appelle Peña de los Enamorados, le rocher des amoureux, et certains l'appellent le géant endormi. La formation s'élève à une hauteur incroyable de près de 900 mètres, et la roche est naturelle, mais les scientifiques viennent de découvrir quelque chose qui ne l'est pas. Les archéologues ont mis au jour une tombe qui avait été négligée. Il s'agit d'une tombe mégalithique qui a été creusée dans le géant endormi vers 3000 ans avant notre ère. Et les archéologues ont déjà identifié 3 phases distinctes au cours desquelles elle a été utilisée pour enterrer des personnes. Ensuite, vers 1950 ans avant l'ère commune, la tombe mégalithique a été abandonnée. Les chercheurs ont même été choqués que personne n'avait trouvé ces tombes auparavant. Il s'agit d'un monument incroyablement grand qui a échappé à d'innombrables fouilles. Et il est également très impressionnant. Les dalles de pierre de la tombe ont été placées avec soin, de sorte qu'au lever du soleil du solstice d'été, la lumière du soleil pénètre dans la tombe comme le regard brillant de Dieu. La tombe était également utilisée d'une manière très unique. Les corps n'étaient pas vraiment placés dans leur propre tombe ou niche, comme dans d'autres tombes préhistoriques. Les archéologues ont identifié une plateforme en pierre près de l'avant de la tombe. Et ils pensent que les corps étaient placés sur la plateforme
pendant qu'ils se décomposaient. Ils étaient ensuite poussés hors de la plateforme dans une fosse creuse située à l'arrière. À l'intérieur de la fosse, les archéologues ont trouvé près de 95 ossements provenant de restes squelettiques. Le monument de Carrowmore. Des archéologues irlandais ont récemment découvert un monument mégalithique qui ne ressemble à rien de ce qui a été trouvé dans le pays. Il déconcerte les chercheurs qui tentent actuellement de comprendre son passé préhistorique. La découverte du monument antique a eu lieu dans le cimetière mégalithique de Carrowmore à Sligo. Les équipes cherchaient des tombes lorsqu'ils ont mis au jour cette structure très inhabituelle. Pour la petite histoire, Carrowmore abrite la plus grande collection de tombes mégalithiques d'Irlande. C'est également l'un des plus anciens cimetières de ce type en Europe. Ce dernier monument a été daté au radiocarbone et a été trouvé vieux d'environ 6600 ans. Mais selon le folklore irlandais, les tombes sont encore plus anciennes. Les mythes locaux affirment que les tombes proviennent de la légendaire bataille de Moytira des légendes celtiques. Et ce serait à cette époque que la race d'êtres puissants connue dans la mythologie celtique, comme les Tuatha des Danann, serait arrivée en Irlande et aurait vaincu les Firbolg. La légende irlandaise prétend que les Tuatha des Danann étaient une race d'êtres surnaturels qui ont régné sur l'Irlande en tant que premiers rois et reines. Les mythes irlandais les décrivent comme des guérisseurs, des guerriers et des druides. Il s'agissait véritablement d'êtres issus d'un monde fantastique, dotés de pouvoirs magiques, capables de traverser les autres domaines de l'existence, de parler avec les fées et d'exploiter le pouvoir de la nature. Les scientifiques doutent de la réalité des Tuatha des Danann et les considèrent plutôt comme des divinités de l'Irlande gaélique pré-chrétienne. Cependant, nombreux sont ceux qui croient encore à la véracité des mythes. Les Tuatha des Danann étaient peut-être les véritables rois et reines de l'île, venus d'un pays très lointain où les descendants de dieux ou de druides puissants issus d'une ancienne lignée. Et lorsque l'Irlande est devenue chrétienne, les Tuatha des Danann sont soudain devenus des anges déchus. À une époque plus moderne, les légendes ont changé et les Tuatha des Danann sont devenus des fées. Mais qu'en est-il du monument qui vient d'être découvert? Il est en partie souterrain, de forme circulaire et entouré d'un fossé. Des scientifiques de l'Institut de technologie de Sligo ont procédé à une étude approfondie du monument. Ils auraient découvert qu'il ne s'agissait pas d'une sépulture, mais plutôt d'une sorte de plateforme. Il s'agit d'un élément circulaire massif qui semble avoir été utilisé comme une scène où un druide ou un chaman se tenait peut-être pour s'adresser à la foule. Pour l'instant, les véritables secrets du monument restent cachés. L'énigme du Rongorongo. Si vous vous souvenez, nous avons récemment parlé de l'une des langues les plus mystérieuses, le Rongorongo, et des tablettes encore plus mystérieuses de l'île de Pâques. Et il s'avère que des avancées très intéressantes à cette histoire ont été faites. Pour la première fois, un modèle 3D d'une tablette très mystérieuse a été créé. La tablette a été découverte sur l'île de Pâques, recouverte de l'indéchiffrable écriture Rongorongo, l'une des langues les plus mystérieuses du monde, venant de certainement l'île la plus mystérieuse au monde. Au XIXe siècle, plusieurs tablettes portant un étrange système d'écriture ont été découvertes sur l'île de Pâques. Et les scientifiques ont très rapidement compris qu'ils avaient affaire à une langue ancienne qu'aucun d'entre eux ne pouvait espérer déchiffrer. Même au cours des XXe et XXIe siècles, les scientifiques ont échoué dans toutes leurs tentatives de lire la langue perdue des tablettes. Et aujourd'hui, des chercheurs utilisent la technologie moderne pour faire remonter à la surface le sens caché des glyphes sur les tablettes. Les scientifiques du musée ethnographique de Berlin se sont servis de milliers d'images photogrammétriques pour créer le modèle 3D de la tablette. Ils ont également procédé à une analyse botanique et à une datation au radiocarbone. Ils ont appris quelque chose de vraiment choquant. La tablette est loin d'être aussi ancienne que certains l'avaient prévu. Elle a été fabriquée au plus tôt en 1810 et à partir d'un morceau de bois provenant de l'arbre Portia de l'île de Pâques. Et alors qu'un seul côté de la tablette semblait couvert de glyphes, le modèle 3D a montré que les deux côtés étaient inscrits à l'origine. Les glyphes sont bel et bien présents, bien qu'invisibles à l'œil nu. Et c'est là que le suspense commence. Bien que les scientifiques sachent d'où vient le bois et quand elle a été fabriquée, l'écriture du Rongorongo leur échappe toujours. Les secrets du peuple originel de l'île de Pâques ne sont pas près d'être révélés.
La pyramide de Théoton. Il existe au Mexique une colline apparemment ordinaire qui a vu naître et disparaître des civilisations. Il s'agit de la colline de Théoton, située à l'extérieur de San Pedro Yancutlapan, et elle est entourée de champs, de vergers et de grandes montagnes s'élevant au loin. Pour le commun des mortels, Théoton ne ressemble pas à grand-chose, juste à une colline d'herbe. Mais selon les habitants, Théoton est une pyramide cachée, la plus grande pyramide du monde d'ailleurs. Et en parlant de pyramide, petit quiz, savez-vous quelle pyramide est actuellement considérée comme la plus grande du monde? Allez, je vous donne un indice. Elle n'est pas en Égypte. La plus grande pyramide en volume de la planète est celle de Cholula, dont je ne vais même pas tenter de prononcer le mot, qui se trouve au Mexique. Pourtant, d'après les histoires racontées à Puebla depuis des siècles, Théoton est la plus grande. Même le mot Théoton a un grand pouvoir dans la langue nahuatl qui signifie Dieu divin. Ce n'est pas tout petit peu redondant? Et pour les ancêtres de la population locale, Théoton était un centre cérémoniel très important. Il s'agissait probablement d'une colline à l'origine il y a plus de 3000 ans. Mais entre 1000 et 850 avant notre ère, elle a été recouverte de pierres. Les briques auraient été empilées les unes après les autres sur la colline jusqu'à ce que la plus grande pyramide jamais vue atteigne le ciel comme un temple épique. Ou du moins, c'est la légende qui a été transmise depuis des millénaires. Mais il existe une preuve physique bien plus déroutante que les légendes. Au cœur du couvent de Cuautinchan, en 1891, une ancienne carte aztèque a été découverte dissimulée dans le monastère. Cet artefact exquis remonte à l'époque des conquistadors et représente une mémoire plus ancienne des pèlerinages, des rites, des divinités, des sacrifices, des montagnes sacrées, des pyramides, et dans l'ensemble semble marquer les débuts de la civilisation dans la région. Des chercheurs modernes utilisant la photographie par rayons X et infrarouge ont restauré la vitalité de la carte. Elle s'est révélée être un relevé précis du paysage fusionnant histoire et mythologie avec un alignement cosmologique comme facteur essentiel. Mais le plus captivant de tout, la carte dévoile l'emplacement d'une énorme pyramide cachée, celle de Théoton. Elle n'est pas représentée comme une montagne ou une colline, mais comme une immense pyramide à degrés. Mais la pyramide est-elle bien réelle ou n'est-ce qu'une légende? Malheureusement, il est très difficile de répondre à cette question, car nous ne disposons pas de beaucoup de preuves. Il existe un élément mystérieux appelé la Gouila, qui se trouve près du sommet de la pyramide présumée. C'est un peu comme le rocher dans le Roi Lion où Simba est brandi à la vue de tous les animaux. Seulement, à Théoton, la rumeur veut que le rocher ait servi d'autel sacrificiel. Mais même les habitants ne sont pas tous d'accord, car d'autres affirment qu'il n'y a pas eu de sacrifice à Théoton. Santos Popoca Fernandez, guide touristique local, affirme que Théoton était strictement un lieu de vie et la colline herbeuse pourrait être le plus grand monument du Mexique ou n'être rien du tout. Les secrets de Théoton, comme ceux de tant d'autres monuments anciens dans le monde, restent toujours inconnus. Les sacs des dieux. Nous avons dernièrement parlé de l'un des symboles les plus anciens et les plus mystérieux de l'histoire humaine. Cette sorte de sac porté par des divinités mésopotamiennes, mais il y a encore plus d'aspects mystérieux à ce symbole que l'on pourrait imaginer. Il est très difficile de trouver des symboles plus mystérieux que le sac à main dans les gravures anciennes du monde entier. Il s'agit peut-être d'un seau ou d'une sorte de sacoche tissée, mais pour l'instant, il est connu dans les cercles archéologiques sous le nom de sac à main. Et le symbole reste surtout très connu pour sa présence dans les représentations des anciens dieux sumériens connus sous le nom d'Anunnaki. Ces symboles sont visibles dans les ruines du désert irakien. Toutefois, des symboles très similaires ont été retrouvés dans l'art de l'autre côté du globe. Les sacs à main Anunnaki ressemblent étrangement à des décorations similaires trouvées dans la culture maori de Nouvelle-Zélande ainsi que dans les ruines de la très mystérieuse civilisation Olmec d'Amérique centrale. La première apparition connue d'un tel symbole remonte à la fin de l'ère glaciaire et dans la plupart des cas, le sac à main présente une poignée et un fond rectangulaire. Il est parfois orné de différentes textures et de différents motifs et presque toujours, le sac à main est porté par un être mythique puissant, généralement un dieu. Mais que représentent ces objets inhabituels? Certains spécialistes pensent que le sac à main est une représentation du cosmos. La poignée représente le ciel, tandis que la base carrée
représente la Terre. Une autre possibilité est que le sac soit censé représenter un sceau de connaissances que les êtres mythiques transmettent aux humains. Et le plus ancien exemple de ce symbole sur Terre se trouve au sommet d'une crête montagneuse en Turquie, dans un endroit dont je viens juste de vous parler. Oui, le plus vieux temple du monde, Göbekli Tepe. Cet ancien temple abrite ce que l'on pense être la première représentation de ces sortes de sacs à main cosmiques, 3 pour être exact. Pour certains, cela signifie que Göbekli Tepe aurait été le premier endroit où les dieux auraient transmis leur savoir à de simples humains qui étaient à l'époque encore primitifs. Et à y voir de plus près la civilisation humaine et les inventions qui changeront à jamais la destinée de la race humaine ont vu le jour à quelques encablures de là, en Mésopotamie, où l'agriculture a vu le jour, ainsi que les premières villes, les premières civilisations, l'écriture, les mathématiques, le zéro, la roue et bien d'autres inventions. Mais transfert de connaissances ou pas, il faut bien avouer que cet éveil évolutif soudain est unique dans l'histoire et relève quelque part du miracle. Peut-être est-ce le miracle de la vie. Et ces très mystérieuses reliques gréco-romaines révèlent un aspect terrifiant des sociétés antiques. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.